D'entrée de jeu, je peux vous le dire, les pouces, ça nous fait du bien quand vous nous donnez des pouces et des étoiles, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est sympa et en plus ça nous permet de mieux nous faire connaître également, parce que plus on est de fous pour parler techno, mieux c'est. Et cette semaine, pour parler techno et pour passer en revue la revue de presse, entre guillemets, hein, la veille technologique de cette semaine, on a avec nous celui-ci, c'est Bruno. Salut Bruno. Salut. Et puis de ce côté-là, c'est le Sébastien sans les cheveux. Je le dis pour ceux qui... Bruno aussi. Non mais Bruno, j'en ai qu'un. Bruno sans les cheveux, enfin donc voilà, pas un poil sur le caillou, du côté en tout cas des chroniqueurs. Cette semaine, je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont forcément pas l'image. Donc voilà, comme ça, vous aurez compris que ce n'est pas l'autre Sébastien et que Bruno, c'est Bruno. Voilà. Je voulais juste dire merci à tous les auditeurs qui nous ont laissé des commentaires cette semaine. En l'occurrence, j'ai pas tout noté, hein, mais excusez-moi si j'en oublie. Il y a Netzer, Soldat Changxia, Du 21, Loïc Boquet, Raphaël Vinet, 626, Alexandre Louns, Cédric Conessa, Burnote 220, William Demeux, Mathis Le Templier, Laurent Noël, Luxilux, Roland, Max Ogana, Duval, Claude Degoutte et Battant, et bien d'autres encore. Merci à vous de nous laisser des commentaires. En général, on essaie d'y répondre quand c'est nécessaire, ou sinon, les petits messages sympas sont les bienvenus également. N'hésitez pas à continuer comme ça, comme je vous le disais, et à nous soutenir. C'est important, ça nous permet aussi de se dire que voilà, les choses évoluent et qu'on a une communauté de plus en plus importante autour de nous, et c'est pas plus mal. Ça nous permet de aussi partager avec vous plus de choses, et vous aussi avec nous par la même occasion. Je sais pas si j'ai été très très clair sur ce coup-là. Un petit peu fatigué. Ouais, Sébastien confirme. Bruno aussi, c'est sympa. Merci les gars, on se sent soutenus sur ce coup-là. 167e épisode des Technos. On va passer en revue. Oups là, tiens, un truc qui... Ça c'est rigolo, tiens, j'ai passé... Voilà. On va passer en revue l'actualité technologique. J'ai un nez au milieu du... C'est très joli comme effet. C'est un effet sympathique, voilà. Super, Marc. Ça fait très pro pour la 167e... Oui, c'est ça, je suis désolé. Émission. J'ai mon doigt qui a... Voilà. Écoutez, c'est le genre de choses qui arrivent. On va commencer avec la lettre A, si vous le voulez bien. A comme Amazon. Sébastien, on parle d'Amazon Vesta. On avait déjà évoqué un petit peu avec l'autre Sébastien, il me semble. Amazon Vesta, le robot majordome. Tu peux nous en dire plus, peut-être ? Alors, oui, je sais pas, effectivement, c'est vrai que j'avais pas suivi si ça avait déjà été évoqué. En tout cas, il y a eu des news encore cette semaine, enfin des rumeurs, plus exactement. Toujours sur ce projet Vesta. Donc le but, c'est de concevoir un robot, a priori, qui serait une espèce de robot majordome, donc un robot pour la maison. Pour ceux qui ont l'image, le mieux que j'ai trouvé, parce que c'est vraiment une rumeur, il y a encore il n'y a rien, il n'y a pas de photo, c'est juste un concept pour l'instant. Voilà. Vesta. Donc le mieux que j'ai trouvé, c'était une image de Rosie, le robot des Jetsons. C'est ça. Mais voilà, donc pas beaucoup d'infos, si ce n'est qu'ils sont en train d'embaucher des roboticiens et des spécialistes des capteurs un petit peu à tour de bras, et que a priori ils prévoiraient de faire des tests avec des employés d'Amazon d'ici la fin de l'année, et pour un lancement, si les tests sont concluants évidemment, courant 2019. Mais on ne sait pas très bien encore ce que Vesta va faire pour nous. C'est ça, on n'a pas vraiment d'idée sur ce que Vesta va faire pour nous. On sait qu'a priori, ça va forcément intégrer Alexa et les technologies qui ont été développées sur Echo. On sait aussi que Amazon a déjà de l'expérience en robotique par une filiale. Enfin, ils avaient racheté une société qui s'appelait Kiva Robotics, Kiva Systems, pardon, qui maintenant c'est Amazon Robotics, et qui leur permet de développer des robots pour leurs entrepôts. Et donc très probablement ils vont réutiliser. Ah oui, ce sont ces fameux robots qui se glissent sous les racks, enfin sous les étagères, qui les soulèvent et qui les déplacent. Hein. C'est assez impressionnant. Exactement. Et qui du coup ont des capacités de navigation. Et parce que là, si c'est un robot qui se déplace dans la maison, l'intérêt évidemment, c'est qu'il arrive à se déplacer de manière autonome. En gros, vous suivre d'une pièce à l'autre quand vous en avez besoin.
besoin. Ouais. Ce qui peut être intéressant, notamment pour la fonctionnalité d'Alexa, parce que aujourd'hui, si vous avez une grande maison, il vous faut un Alexa par pièce, si vous voulez que ce soit vraiment utile. Là, l'intérêt, c'est qu'il pourra éventuellement détecter où c'est qu'il y a le plus de personnes, où vous vous trouvez si vous êtes tout seul, donc vous suivre. Ou le contraire, parce que par exemple, si c'est un aspirateur, il pourrait très bien dire « Oh là, patron est dans la pièce, je vais aller aspirer ailleurs ». Ce qui serait plutôt pas mal, en fait. Exactement. C'est vrai, donc on peut imaginer... ce qui est bien avec cette manière de communiquer d'Amazon, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination, sans aller trop loin non plus. Tu vois, on n'est pas non plus dans un truc hyper futuriste. On reste sur des trucs un peu connus, quoi. L'aspirateur, Alexa, etc. Bruno. Donc en fait, Amazon est en train de nous faire du brainstorming pour qu'ils aient des idées. Donc en gros, là, si j'ai bien compris, le robot d'Amazon va soulever les canapés et pouvoir aspirer en dessous, c'est ça? Si ça se trouve, c'est ça, le Vesta qui soulève les canapés, se glisse en dessous, les déplace, mais jamais quand tu es dans la pièce. Sauf si tu l'appelles. Comme un petit chien, il vient et tu peux parler à Alexa à ce moment-là. Et alors, pour la petite histoire et en même temps le petit quart d'heure culture, là, ce qui fait aussi pas mal, qui donne lieu à pas mal de spéculations, c'est que Vesta, c'est le nom de la déesse romaine de la maison, du foyer, de la famille. Quelque chose comme ça, oui. Comme ça. Oui. Donc forcément, on s'imagine vraiment la parfaite soubrette, mais en version robotique, quoi. Qui va repriser les chaussettes, qui va aspirer, qui va repasser, qui va laver le linge, effectivement, faire la vaisselle, etc. On va voir à quoi ça ressemble. Enfin, on attend en tout cas. Je le disais, ça a l'avantage de faire réfléchir un petit peu. Après, moi, ce qui me fait aussi aller là où j'attends de voir, c'est que quand on voit que déjà les gens sont en train de flipper avec les Amazon Echo et autres Google Home sur le fait qu'il écoute tout ce qu'on dit, et que potentiellement il le retransmet à Google ou à Amazon, là vous imaginez, non seulement il écoutera tout ce que vous dites, mais en plus il regardera tout ce que vous faites, il saura où vous vous trouvez, il aura un plan de votre maison. C'est une femme au foyer intéressante. C'est ça. Conspirationniste, abstenez-vous. Oui, c'est ça, quoi. Ok, à suivre, évidemment. On reste chez Amazon, Sébastien, pour parler d'Amazon Web Services qui se lance. Tiens, il fallait qu'on en parle un minimum quand même avec Sébastien, dans la blockchain, c'est ça ? C'est ça. Donc Amazon Web Services, on rappelle, c'est cette branche d'Amazon qui met à profit, qui mettait encore à l'époque à profit la capacité excédentaire de leur serveur. Maintenant, ils ont clairement des serveurs dédiés pour ça et pour héberger des sites web, des bases de données, etc. Donc c'est très utilisé par les général. Voilà, exactement, des ressources, ces espèces de ressources virtualisées en quelque sorte, et donc et c'est très prisé, notamment dans les startups. La plupart des services que vous utilisez aujourd'hui sont hébergés sur AWS, et il y a une chose à laquelle ils ont résisté jusqu'à présent, c'est cette fameuse mode de la blockchain. Tendance à laquelle leurs concurrents comme Microsoft avec Azure ou IBM avec son Bluemix n'avaient pas, s'étaient engagés pleinement là-dedans. Mais encore en novembre l'année dernière, Amazon à sa conférence reInvent avait dit non, mais nous on n'en veut pas. Enfin, on voit vraiment pas l'intérêt. Et pourtant pas. Et là, volte-face, voilà, un petit peu la surprise pour beaucoup de monde. Ils se lancent aussi dans la course avec ce qu'ils appellent des templates qui vont permettre de mettre en place rapidement une espèce de mini réseau virtuel de machines qui font fonctionner des blockchains. Alors, pour l'instant, ils supportent deux technologies, Ethereum et Hyperledger Fabric, qui sont vraiment deux technologies très différentes. On appelle ça blockchain, mais en fait, c'est pas, voilà, c'est aussi différent que deux blockchains peuvent être, si on peut dire. Mais toujours est-il que, en tout cas pour la partie Ethereum, je vais tester parce que c'est vraiment très intéressant, en tout cas en termes de développement, parce que mettre en place son propre petit réseau de développement sur sa propre machine, ça peut vite être un casse-tête. Et donc s'ils mettent déjà à disposition ce genre de setup automatiquement, avec en plus tous les outils dont on peut avoir besoin pour gérer ce genre de réseau en développement, ça peut vraiment être très intéressant. Il y a un coût, comme toujours avec Amazon, tu me diras, il y a quelque chose qui coûte, mais ce qu'il y a de bien avec Amazon Web Services, c'est qu'on ne paye qu'en fonction de ce qu'on utilise. Mais il ne faut pas se laisser dépasser non plus. Il faut faire un petit peu attention, quoi.
Donc là, en gros, vous allez payer en fonction de la durée de démarrage des machines. Donc aussi longtemps que les machines tournent, vous payez à l'heure. Et ça coûte certainement plus cher qu'une simple machine EC2 ou les machines classiques, parce qu'il y a aussi toute une stack logicielle par-dessus qui viennent rajouter, qui augmente un peu la valeur du truc. Maintenant, si vous l'utilisez à des fins de développement, comme la partie privée, vous pouvez tout à fait jouer avec. Quand vous en avez fini, vous la mettez en pause pour pas qu'elle vous continue à vous coûter. Et puis voilà. Et c'est pas non plus en data que ça va coûter le plus cher non plus sur la blockchain. Non, c'est pas. Voilà. Non, en fait, ce qu'ils font, c'est là, on parle vraiment de réseau privé, donc c'est pas de faire tourner des nœuds sur la blockchain principale, où là, effectivement, ça pourrait coûter très cher en espace de stockage disque. Là, c'est vraiment pour des blockchains privées, quoi. Ok, bon, ben voilà, c'est bien. Pour ceux qui s'y intéressent de près, je le rappelle, tu animes un podcast maintenant depuis quelques semaines. Vous en êtes au 3e épisode. Rappelle-nous le nom, les références. Le podcast s'appelle le Proof of Cast et vous le retrouvez sur proofofcast.com. Voilà, comme ça, c'est dit. On est toujours à la lettre A, mais cette fois comme Apple. Bruno, on parle d'Apple qui priverait les futurs iPhones d'un accessoire, mais lequel donc ? En fait, depuis l'iPhone 7, il n'y a plus de port mini jack, on s'en sait tous. Et apparemment, il y a des rumeurs qui diraient que justement, Apple enlèverait cet adaptateur Lightning vers port mini jack des prochains iPhones. D'accord. Pour faire un peu encore plus d'économie, je pense, pour pousser les utilisateurs à adopter des écouteurs sans fil, pourquoi pas les AirPods d'Apple. Par exemple, ou d'autres, il y en a aussi, des devices Lightning, il commence à y en avoir beaucoup aussi maintenant. Je voyais ça, on en voit de plus en plus des casques, des écouteurs qui se sont conformés, entre guillemets, aux desiderata d'Apple avec ce connecteur Lightning. Et donc, du coup, forcément, c'était transitoire. Moi, je m'en doutais, je veux dire, il faut pas non plus se leurrer. Ce petit accessoire, ce petit bout de câble, il allait disparaître à un moment ou à un autre. Sébastien, dis donc. Non, mais moi, je suis pas d'accord du tout. Ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, moi, ça va continuer. Je vais acheter les Android, quoi. L'accessoire va être. Moi, j'ai des super casques de DJ et tout ça qui, évidemment, ne supportent pas ni le Bluetooth, ni le Lightning. J'ai besoin de mon adaptateur. En plus, des adaptateurs, j'en ai acheté 2-3 comme ça parce que ça se perd facilement. À chaque fois, c'est 40 € ou quoi. Donc, qu'il y en ait un dans la boîte, c'est quand même le minimum, quoi. C'est vrai que ça peut encore s'acheter, par ailleurs, si on en a vraiment besoin. Mais bon, j'imagine qu'ils ont analysé le marché, qu'ils se sont dit, finalement, c'est une minorité de gens qui utilisent ces petits adaptateurs. Voilà, je sais pas. Ils se sont dit, on fait pas assez de marge sur l'iPhone 10. Ça doit être ça. Justement. Ils ont annoncé donc les chiffres du 2e trimestre. Ils ont effectivement un bénéfice qui a augmenté de 25%. Donc ils sont assez contents des chiffres. Ils ont même rendu quelques dividendes aux investisseurs. Donc tout le monde est content. Donc on va continuer à augmenter les marges, à vendre des produits bien chers. Donc c'est bien. Ah là 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 là, tous ces gens qui critiquent. Tu m'étonnes, Simone. Bon, allez, on passe à la lettre C comme... tiens, encore un petit coup. Mais après c'est fini. Crypto-monnaie. Sébastien, on parle de quoi ? D'une crypto-monnaie qui serait plus rentable que la Deutsche Bank ? Ou comment ça se passe ? C'est de ça dont il s'agit ou je rêve ? C'est une petite news très rapide. Juste comme ça, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc il y a les résultats du premier trimestre 2018 qui sont rentrés, les résultats boursiers. Et parmi les annonces, on a pu comparer 2 chiffres assez intéressants. C'est que d'un côté, vous avez la Deutsche Bank, donc la banque la plus importante en Allemagne, la plus grande banque allemande et une des institutions financières les plus importantes en Europe. Profit réalisé pendant le premier trimestre, 146 millions de dollars. À ma droite, vous avez Binance, un échange centralisé de crypto-monnaies, donc sur lequel on peut acheter et vendre des bitcoins et autres crypto-monnaies contre des euros, justement. Profit annoncé pour le premier trimestre 2018, 200 millions de dollars. D'accord. Je précise au passage que Binance n'existait pas il y a encore 8 mois. Ah oui, en plus. Là où la Deutsche Bank a 148 ans. Binance, on parle de 200 employés. Par opposition aux 100 000 employés de la Deutsche Bank. C'est impressionnant.
Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et en plus de ça, dans l'actualité, on apprend que Deutsche Bank est très déçu de ces chiffres et est en train de mettre en place un plan de restructuration de l'ordre de 800 millions de dollars, avec un plan social massif. Donc ils vont licencier à tour de bras. Donc voilà, c'est juste un signe des temps que je voulais rappeler. Alors on parle d'un profit sur un trimestre, hein, restons calmes. Dans le sens où si vous prenez ne serait-ce que la valorisation totale de toutes les crypto-monnaies, on est à 400 milliards de dollars, pardon. Ouais. Et c'est moins que juste les valorisations boursières de JP Morgan et HSBC ensemble. Donc il y a encore de la marge, mais quand même. Ok, bon, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, même si on nous prédit un nouveau crack économique dans les mois qui viennent. En tout cas, certains économistes sont en train d'un petit peu s'agiter autour de ça. Enfin, c'est pas un podcast économique, vous le savez bien, mais on s'y intéresse quand même un petit peu. Ça fait partie aussi de la vie de tous les jours et des technologies aussi, finalement, la preuve. On est à la lettre D comme DJI, c'est la marque bien connue maintenant de drones. Tu nous en avais parlé déjà, toi, Sébastien. Les drones appliqués au premier secours, c'est une réalité maintenant avec DJI. Alors, on parlait tout à l'heure des rêves de science-fiction avec le fameux robot Vesta d'Amazon. Tant qu'on est dans les rêves de science-fiction, allons-y. Ici, on nous parle d'une espèce de joint project, de joint venture entre, d'une part, DJI, donc la société taïwanaise de fabrication de drones, et d'autre part, la European Emergency Number Association, donc l'association européenne des numéros d'urgence. Je ne savais pas qu'il y avait une association européenne des numéros d'urgence. Il faut bien se mettre d'accord à un moment donné sur le numéro qu'on va utiliser. C'est ça. C'est le 112, non, c'est le 113, moi je dis c'est 111. Ah non, le 112, ça veut dire autre chose chez nous. Non, mais c'est important, c'est vrai. Voilà, donc voilà, ils font ensemble un projet. En fait, c'est la continuation, c'est la phase 2 même d'un projet qui avait déjà commencé en 2016-2017. Ici, le projet sera mené en Irlande et au Pays de Galles. Et l'objectif, c'est d'analyser encore plus en profondeur les utilisations qui peuvent être faites des drones dans un contexte de premier secours, et notamment dans 2 cas qui sont ressortis de la première étude comme étant particulièrement importants. C'est tout ce qui est analyse d'incendie, donc pouvoir prendre des images d'un incendie depuis le haut pour pouvoir mieux coordonner les efforts des pompiers, et d'autre part la recherche de victimes, par exemple en montagne ou dans des endroits très difficilement accessibles, pour pouvoir localiser les victimes perdues en montagne, par exemple, avant d'y envoyer les premiers secours. Donc c'est un peu ça les principaux axes, même s'ils envisagent aussi de pouvoir l'utiliser aussi dans les milieux industriels où il y a des produits chimiques un peu dangereux, où ils veulent pouvoir faire même de l'analyse de scènes de crime pour pouvoir collecter une modélisation en 3D, par exemple, d'une scène de crime. Donc il y a pas mal d'applications possibles. Et dans la première phase, ils avaient utilisé la série de drones Inspire, l'Inspire 1. Donc c'est ces drones avec les pattes qui se relèvent un petit peu comme ça, assez futuristes. Et de ça, ils ont appris pas mal de choses, et ce qui leur a permis de faire évoluer leur technologie aussi. Et là, dans cette nouvelle phase, ils vont utiliser des matrices de sang, a priori, qui sont la nouvelle série avec double caméra à embarquer, avec une caméra 2 en 1, c'est-à-dire qui fait à la fois c'est pas les Spark ou des voilà, c'est pas les drones grand public, c'est les versions un peu plus costauds, quoi. Voilà, c'est du heavy duty, c'est le gros machin. Avec sans doute un peu plus d'autonomie aussi, on ose imaginer. Qui pèse plus lourd, qui résiste mieux à des conditions assez extrêmes, parce qu'il faut que ça résiste au vent, à des différences de température, à la flotte, parce que quand ça intervient sur un incendie, évidemment, il risque de se faire un peu mouiller, pépère. Donc voilà. Les turbulences dues à la chaleur, etc., il va falloir les assumer également. Moi, j'avais lu quelque part, il y a déjà quelques temps de cela, qu'il y avait eu des expériences aussi d'utilisation du drone pour le transport de médicaments, entre autres en Afrique, pour envoyer les médicaments dans des contrées un peu difficiles d'accès, etc., pour gagner un peu de temps. Ou même voir beaucoup, sans nécessairement affréter un hélicoptère ou un avion, ce qui est rarement bon marché, hein, il faut bien le dire. Apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal également. Donc ces petits appareils qui sont un peu gadgets, hein, on a souvent tendance à dire que ce sont des appareils à selfie un peu élaborés. Là, ça permet de faire quand même des choses constructives et utiles pour tout le monde. Sébastien.
Au passage, d'ailleurs, il y a déjà donc là, on est vraiment à l'étape expérimentale. L'objectif, c'est de déterminer les meilleures procédures, de faire évoluer la législation, de faire avancer la technologie. Ça, ouais. Mais il y a déjà une start-up française qui s'appelle Helper. Enfin, le drone s'appelle Helper et qui a développé un drone sauveteur en mer. C'est-à-dire que c'est un drone qui est équipé d'une espèce de bouée autogonflable. Ouais. Et quand il y a une victime qui est un petit peu éloignée, évidemment, c'est beaucoup plus rapide d'y aller en drone que d'y aller à la nage. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils dispatchent automatiquement le drone. Il est complètement autonome. Donc, à partir du moment où on a dit la victime, elle est là, il va automatiquement sur place. Il a sa cible. Il a sa cible, il lâche une bouée. Et ça permet à la personne d'attendre sereinement les secours qui arrivent en jet ski ou en nage. On l'a déjà vu l'année passée, je pense, l'été dernier, sur certaines côtes françaises, il avait été déployé ce type de système, avec des secouristes qui étaient un petit peu dubitatifs au début, et puis qui finalement se disent, bah ouais, ça permet quand même de gagner pas mal de temps, et si ça permet de sauver des vies, c'est tant mieux, quoi, parce que bon, c'est vrai que quelqu'un qui est en panique n'a peut-être pas le réflexe de récupérer une bouée qu'on lui lance, etc., donc il faut toujours relativiser, mais au moins c'est un acte en plus qui permet d'optimiser les chances de sauver la personne en question, quoi. Oui. Je crois que à Lacanau, là où ils ont fait, donc c'est dans le sud-ouest de la France, l'été où ils ont fait l'expérimentation, je crois qu'ils sont intervenus 50 fois avec le drone et ils ont sauvé 2 personnes grâce à ça. C'est pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Oui, et donc voilà, 2 personnes qui n'auraient pas été sauvées par ailleurs, par fait de contraire, et qu'on ne va pas nécessairement sortir là aussi les gros moyens, ils seraient là trop tard de toute façon, ou alors c'est parce qu'ils sont à pied d'œuvre, mais voilà. Tout ça est très très bien, je trouve. Ça va dans le bon sens, une fois de plus, et ça c'est chouette. Je ne sais pas si Bruno avait un truc à rajouter à ce sujet. Non, pas grand-chose, c'est juste, ça sera un peu difficile de mettre un drone dans Baywatch. C'est moins sexy. C'est moins sexy. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Pamela Anderson en version geek, avec la zapette, elle reste tranquillement sur la plage, elle ne court plus. Elle reste sur la plage avec sa télécommande. C'est beaucoup moins sexy du coup. Oui, c'est ça. En plus de ça, comme elle ne court plus, elle est affalée. Voilà. Et c'est beaucoup moins. Voilà. Merci Bruno pour cette remarque tout à fait pertinente. Merci de nous l'avoir rappelé. Donc tous ces drones, finalement, ça nous gâche le plaisir. On en était à la lettre D comme DJI, E comme électrique. Alors, je pensais que c'était Bruno qui nous avait parlé de véhicule électrique. Et non, pour le coup, c'est Sébastien, une fois de plus, qui revient avec la Slovénie, qui lance son avion électrique cette fois-ci. Tout à fait. Alors, il s'appelle Alpha Electro, c'est son petit nom. C'est un avion école biplace, donc c'est quand même pas mal pour un avion électrique. Il est conçu en partie par Siemens, mais il est fabriqué par un constructeur slovène qui s'appelle Pipistrel. Voilà. Pipistrel, c'est un petit oiseau. Voilà. Voilà. J'imagine que c'est de là que ça vient. Ouais. Tout à fait. Et donc ils avaient présenté déjà en 2014 un prototype qui s'appelait What's Up. Et là maintenant ils sont passés à la production de série de cette Alpha Electro. Et apparemment ça marche plutôt bien en Amérique du Nord, puisqu'ils ont obtenu une autorisation de vol de la FAA aux États-Unis. Ils ont obtenu une autorisation de vol aussi au Canada, mais alors c'est intéressant parce que le Canada, eux, ils l'ont classé comme ULM avancé. Bah oui. Du coup, ça limite un petit peu les utilisations. Notamment, ils peuvent pas encore l'utiliser en école. Du coup, c'est dommage pour un avion école. Voilà. Et il a aussi une autorisation de vol en Australie, donc ça commence à se déployer. Il est en phase d'essai en France, je crois. Alors même que, on se souvient, Airbus à un moment donné avait lancé un projet qui s'appelait IFAN et puis qu'ils ont abandonné l'année dernière. Donc voilà, il y a un petit avion électrique qui commence à voler. Alors il faudra voir si économiquement ça fait du sens. Oui, c'est ça. Parce que si pour un avion électrique et notamment un avion école, les calculs de rentabilité sont assez compliqués. Il faut tenir compte aussi du fait que ça va être piloté par des élèves, donc ça va devoir rebondir, gérer des choses qu'un avion normal ne devrait pas faire. Ouais. Peut-être donc il faut que ce soit robuste, il faut que ce soit flexible, etc. Et pour l'instant, l'avion école le plus populaire chez nous, c'est le bon vieux Cessna. Ouais. Et il faut que ça soit plus efficace que ça. Alors, pour ceux qui avaient suivi l'actualité en Belgique, il y avait notre constructeur, enfin notre équipementier aéronautique national, la Sonaca, qui avait étudié à un moment donné la possibilité de faire un avion électrique, et puis qui finalement avait basculé sur un avion tout ce qu'il y a de plus classique, mais juste
plus économique, plus moderne, etc., qui aujourd'hui est en vente, ça s'appelle le Sonaca 200. Ouais, sur base d'un châssis ou d'une aérodynamique brésilienne ou italienne, je sais plus. Sud-africaine. Ou sud-africaine, oui, c'est ça. C'est un avion sud-africain qu'ils ont en fait homologué pour le vol en Europe. C'est ça. Et donc voilà, donc eux avaient plus ou moins abandonné l'idée parce qu'économiquement, c'était pas si intéressant que ça, alors que l'avion école plus moderne pour remplacer le Cessna était beaucoup plus intéressant. Donc là, il faudra voir. Est-ce que ça, donc là, les chiffres qu'on a pour l'instant, c'est quoi il peut supporter jusqu'à 200 kg de charge, donc ça permet de faire 2 passagers pas trop épais. Il a une batterie de 20 kWh qui lui permet de tenir à peu près 1 heure en vol avec 30 minutes de réserve. Ah oui, quand même. Et donc sur un vol d'1 heure, en gros, il a un coût par vol de 3 €. Ce qui est vraiment assez juste pour la recharge de la batterie, évidemment. Point de panneaux solaires sur cet avion. Il n'est pas d'autonomie énergétique, etc. Il faut le recharger c'est comme une voiture électrique, quoi, en gros. Voilà, 45 minutes pour une charge complète. Il n'y a aucun panneau solaire. C'est uniquement une batterie qu'on peut enlever. Donc on peut la swapper pour le faire voler rapidement, ce qui évidemment pour un avion école est relativement important parce qu'il faut que ça tourne pour que ce soit rentable. Et voilà. Donc en tout cas, moi, ça m'a surpris de savoir qu'on en était déjà là. On en est déjà à la production de série sur des avions électriques pleinement fonctionnels qui arrivent à avoir des autorisations de vol. C'est vraiment super intéressant et évidemment, ça démocratise aussi l'accès, que ce soit au vol ou même à la formation, puisque certains ont fait le calcul que pour former un étudiant avec ce genre d'avion, on fait baisser le coût de la formation de 70%. Donc c'est quand même assez phénoménal. On sait ce que ça coûte de passer son brevet de pilote. Mais si on suit un peu l'idée des Canadiens, est-ce qu'on n'est pas plus sur une formation ULM que sur une version, parce que c'est quand même un appareil relativement léger, d'après ce que tu expliques. C'est un appareil qui pèse 350 kg sans passager. Oui, je connais pas le poids à partir de la fourchette de poids pour. Moi non plus, mais un Cessna est beaucoup plus lourd, ça c'est sûr. Ça, oui. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me dire que si on apprend à voler sur cet avion-là, en plus, voilà, qui a une motorisation complètement originale, qui a sûrement une des grosses différences en termes d'instrumentation, que ça suffise pour. C'est un peu comme quand on apprend à rouler sur voiture automatique, ça suffit pas pour conduire une voiture manuelle. Là, j'ai un peu de mal à voir que ça suffira, enfin qu'un brevet de pilote passé sur ce genre d'avion pourrait suffire pour piloter n'importe quel avion de tourisme. Donc voilà, de toute façon, les avions, c'est déjà ça. Quand vous passez votre brevet, c'est souvent, vous avez le brevet sur un avion et puis après, il faut passer des spécialisations sur chaque modèle. Donc j'imagine qu'il y aura des contraintes comme ça. Bruno avait un truc à rajouter, je crois. Oui, la batterie, elle est amovible ou tu peux la lancer de l'air. Donc ça pourrait servir aux militaires. Ça fait bombe en même temps. Donc on lance la batterie et ça explose parce que les batteries au lithium, c'est quand même assez dangereux. Donc je vous présente Monsieur Blague. Et au passage, même si ça explose pas, vu le poids du bazar, t'as moyen d'assommer l'ennemi vite fait. Sinon, il y a le Japon qui va prendre tous les Alpha Electro qui sont plus en fonction pour leur projet Kamikaze. Par exemple. Enfin, je sais pas si ça te donne pas une idée de produit à commercialiser du côté du Luxembourg, Bruno, l'avion électrique. Attention, la chute est beaucoup plus lourde qu'un moto. C'est clair. Je sais pas pourquoi tu dis ça, Marc. Je ne sais pas, parce que ce dernier a chuté récemment, donc voilà. Tu vois, un petit canard. Voilà. Merci. Donc voilà. Mais bon, il se porte bien en même temps. Et, ça va. Ça va, quoi. J'ai shooté. Le pire est passé, je pense. Donc, il shootait, par contre. C'est pour ça qu'il dit beaucoup de bêtises, sans doute. On est à la lettre F. Tiens, on va le faire parler un peu, ça va être drôle. F comme F8. F8, c'est la grand-messe de Facebook annuelle pour les développeurs et autres, avec des annonces de Mark Zuckerberg, Facebook, à l'occasion de cette rencontre, lâche souvent des informations qui peuvent avoir un intérêt pour tout le monde et pour les technophiles que nous sommes, par exemple, Bruno. Oui, effectivement. Donc, on va vite passer en revue un peu les annonces de Mark Zuckerberg. Bien entendu, Facebook est un petit peu scruté de tous les côtés avec toutes les problématiques qu'il y a eu dernièrement. Voilà, ils ont annoncé un grand nouveau produit
qui va concurrencer Tinder, c'est FaceDate. Bon, je sais pas si ça sera un nom définitif ou de prototype, mais ça sera vraiment un concurrent à Tinder, donc pour du dating. Donc là, il faudra se poser quand même des questions. Si Facebook connaît déjà tellement de choses sur vous, s'ils vont en plus avoir des informations sur qui vous aimez, qui vous voulez rencontrer, il y a intérêt à ce que ça soit bien sécurisé. Ça va être difficile de mentir. Voilà. Donc beaucoup d'analystes disent déjà, beaucoup de gens disent déjà que ça pourra pas marcher parce que les gens utilisent Tinder de façon plus anonyme qu'ils n'utilisent d'autres réseaux sociaux comme Facebook, où forcément vous serez beaucoup plus connu et ce sera beaucoup plus difficile de mentir sur sa personnalité, sur son apparence que sur Tinder par exemple. Donc après Facebook insiste sur le fait que ça sera surtout un outil pour des relations à long terme, contrairement à ce qu'ils insinuent donc, c'est que Tinder c'est pour des coups d'un soir quoi. Oui, oui, mais en même temps c'est ce que tout le monde imagine aussi. Faut être clair que ça contribue, on va dire, à l'image de Tinder. Sébastien est d'accord avec moi. Là. Et ne fait pas qu'imaginer. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un argument. On se doute bien que Mark Zuckerberg aujourd'hui, en tout cas, ne va pas dire. Par contre, on vous a prévu une petite fonctionnalité super, un coup d'un soir, ça s'appelle. Non, soyons clairs. Ça, le nom définitif, ce sera pas Facebook Dating, ce sera One Night Stand. Voilà. Par exemple. Donc, ce qui a fait réagir forcément le patron de Tinder, Bruno. Oui, ça c'est une news un peu liée à celle-ci, effectivement. Enfin, cette partie d'annonce de la F8, c'est que le patron de Tinder, Joey Levin, on va dire qu'il est content que Facebook se lance là-dedans. Il va pas dire le contraire parce que ça va relancer un petit peu l'affaire, mais en même temps, Tinder a quand même perdu 22% en bourse. Ils ont bien dévissé, je pense pas qu'ils soient très contents finalement. Donc ils essaient de minimiser. Après, effectivement, c'est peut-être pas les mêmes cibles qu'ils auront. Après, ils sont depuis très longtemps dans le business et ils ont leur business model qui fonctionne. À voir ce que Facebook va en sortir en tout cas. Mais c'est pas les seules annonces donc, que Facebook a fait. Donc un peu pour calmer tout le monde au niveau des failles qu'il y a eu dernièrement avec cette histoire de données utilisées. Donc d'ailleurs, Cambridge Analytica, ils ont fermé boutique. Oui, je pense. J'ai entendu ça aussi. Donc là, Facebook a annoncé qu'ils vont lancer une fonctionnalité de Clear History, donc effaçage de la mémoire sur leurs apps, donc qui permettrait un petit peu d'effacer toutes ces traces qu'on a laissées via les apps qui étaient connectées. D'accord. Donc c'est une bonne chose qu'ils lancent ça. Je pense qu'ils vont lancer dans le futur pas mal de ce genre de choses pour calmer un peu tout le monde, pour sécuriser, pour rassurer les utilisateurs de Facebook, parce qu'un jour ou l'autre ils risquent de perdre une grande partie, et comme c'est en tout cas le cas déjà de grandes personnalités. Oui, mais ça on l'a vu la semaine passée, justement, on en parlait. Apparemment, ils sont revenus, tout le monde. Oui. Et ils sont de nouveau sur une tendance haussière en termes de quantité d'abonnés au service. Donc, quelque part, ça les a pas desservis, en tout cas. Non. De toute façon, on ne peut pas passer outre Facebook pour tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité. J'ai vu des statistiques récentes au Luxembourg, juste, mais 75% des résidents luxembourgeois utilisent Facebook quotidiennement. Donc c'est quand même assez énorme. Donc en fait, si on fait pas de publicité, si on n'est pas sur Facebook, on n'existe pas finalement dans notre monde. Et puis il y a l'aspect aussi, on est connecté mais on ne l'utilise pas, mais malgré tout, on donne des informations à Facebook par le biais des liens sur lesquels on clique, etc. et des connexions via les Facebook Connect et des trucs comme ça. Donc on est toujours quelque part connecté même quand on n'y va pas. C'est un peu ça l'idée, quoi. Tout à fait. Voilà. Et ce qu'ils ont annoncé d'autre aussi, c'est
des mesures anti-bullying et du vidéo chat dans Instagram, parce qu'il faut le rappeler, hein, Facebook détient Instagram et WhatsApp aussi. Oui. Donc voilà, ils poussent un petit peu cette barre-là pour contrecarrer le grand rival qui est Snapchat. Hein. Et qui se porte pas bien non plus. Hein. Qui se porte pas bien du tout, effectivement. Donc voilà, donc ils sont en train de tuer le rival Snapchat petit à petit. Ouais. Hein. Facebook a réouvert les reviews d'app. Donc ils avaient fermé avec toute cette problématique de sécurité toutes les nouvelles applications Facebook. Donc il y avait plus moyen de mettre à jour les applications Facebook ou d'en lancer de nouvelles. Donc là ils les ont réouvertes. Donc à mon avis ça va fuser, et toutes les applications vont être revues un petit peu pour justement ne pas avoir ces failles de quelconque faille de sécurité possible pour empêcher les utilisateurs d'avoir confiance dans ces applications là. On parlait de Snapchat, on parlait de WhatsApp, donc effectivement ils vont un petit peu aller dans cette direction-là. Ils ont essayé de pousser les stories dans Messenger, donc WhatsApp ça marche très bien finalement parce qu'ils annoncent qu'il y a plus de 450 millions d'utilisateurs qui utilisent stories régulièrement, donc ce qui dépasse quand même déjà largement le nombre d'utilisateurs Snapchat tout court. Oui, c'est ça. Donc, voilà, dans Instagram, ça marche bien aussi, hein, maintenant, les stories. Instagram, voilà, Messenger. Voilà, Messenger qui vont simplifier aussi parce que c'est un petit peu un fourre-tout pour Facebook. Et ils vont, et ça sera une première, commencer à lancer les traductions instantanées. D'abord en espagnol, pas forcément les États-Unis avec le Mexique et la communauté hispanophone est assez importante, donc ils vont commencer par faire cette traduction automatique, ce qui va permettre finalement de rapprocher un petit peu les personnes si on arrive à communiquer d'une meilleure façon et de se faire comprendre. Avant qu'il y ait le mur, quoi. Oui, parce que voilà, on met le mur, mais on fait quand même en sorte qu'on puisse communiquer à travers le mur via Facebook, effectivement. Par exemple. Voilà. Construisons des ponts, pas des murs. Oh là là. Si je pouvais, là, je mettrais des petites fleurs bleues autour de ta tête. Et dans son kumbaya autour du feu. Oui, ça. Autre produit qui appartient à Facebook, c'est Oculus, donc les casques de réalité virtuelle, qu'ils ont du coup bien promotionné, donc ils ont bien baissé le prix, donc ils passent à $200. Donc c'est des casques qui intègrent les écrans, contrairement à tous les autres casques qu'on va mettre son téléphone dedans. Hein. Donc là, ils ont le contrôle sur tout le contexte, tout ce qu'on voit. Et ils vont commencer à lancer des applications dédiées à ces casques, notamment des applications de vidéo, mais il y aura probablement Netflix et Hulu qui vont rapidement lancer leur propre application, donc ça va être une expérience d'immersion assez intéressante de voir cela sur Oculus. Seb. Oui, si je me trompe pas, ce casque à $200, c'est pas le Oculus Rift, hein, c'est un autre casque un peu plus optimisé. Ouais. Oui, c'est ça, c'est la version allégée entre guillemets, économiquement en tout cas, de la technologie Oculus Rift, c'est ça. Tout à fait. Voilà, c'était à peu près les annonces qu'ils ont faites. Après, c'est vu en rapidité, hein, donc voilà, les plus importantes annonces. C'est un petit relevé. Voilà, ce qui m'a frappé, moi. Voilà. C'est tout ce comme on a l'habitude de le dire, c'est notre revue de presse. C'est la manière dont ces petits gaillards-là voient l'actualité technologique de la semaine. Seb. Je voulais rajouter, je vais plus poser une question. Est-ce que Facebook avait déjà fait une offre de rachat de Tinder ? Parce que c'était un peu ce qui s'était passé avec Snapchat, et puis comme il s'était fait barrer la route par Snapchat, ça avait dit c'est pas grave, on vous copie. Oui, c'est ça. Soit on vous copie, soit on vous rachète. C'est ça. Donc on pourrait se poser la question. Ça aurait peut-être été plus rapide de racheter Tinder. Oui, mais si l'image ne plaît pas à Marc, tu vois, si l'image de Tinder ne correspond pas à ses critères, etc. Il est une épouse, hein, Marc, rappelons-le. Tout à fait. Donc, il est casé, il est rangé. Il est casé, il est arrangé, donc si madame ne veut pas,
voilà, il va faire un truc un peu plus, on va dire bien dans les rails, quoi, sérieux, quoi. C'est pour du long terme, pour se marier, pour faire des enfants, voilà. Blague à part, c'est justement, ça fait partie quand on suit un petit peu les entrepreneurs et tout ça, tout ce qui est application de rencontres, ça fait partie de ce qu'on appelle des modèles économiques schizophréniques, c'est-à-dire que l'intérêt de ces boîtes-là, c'est justement de faire des relations à court terme, parce que si vous favorisez des relations à long terme, les gens se barrent et donc ne payent plus. Oui, c'est ça. Ou alors il faut avoir... vous tirez une balle dans le pied. Donc il faut que ce soit des applications qui font croire que ça marche, tout en ne marchant pas. Oui. Ou alors tu as quelque chose, une autre boîte à côté qui va intéresser les gens qui seront du coup en couple. Mais je vois pas très bien quel genre d'entreprise ça pourrait être. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que les applications de dating qui fonctionnent en termes de modèle économique, c'est justement Tinder, c'est Grindr, c'est les trucs d'adultère, je sais plus comment ça s'appelle, Glidden, tous ces trucs-là, parce que c'est fait pour des relations court terme. Voilà, donc il faut pas, enfin voilà, c'est un peu piégeux, quoi, comme voilà. On en était à la lettre F comme F8, ça c'est fini. Du coup, on peut attaquer la lettre J comme Japon, Sébastien. Le Japon qui veut faire construire des gratte-ciel par des robots. Alors, on a vu il y a récemment la possibilité de construire des maisons. J'ai vu ça en France. On construit maintenant des maisons par une imprimante 3D. C'est un peu le même principe ? C'est ça. Mais là, du coup, on parle plus de maison de plein pied, mais on parle bien de gratte-ciel. Voilà, c'est ça. Alors, avant, je veux juste traiter l'éléphant dans la pièce, la question de fond. Est-ce qu'il y a un S à gratte-ciel au pluriel ? C'est une bonne question. En rédigeant mes titres, je me dis, est-ce qu'il y a un S ? Est-ce qu'on dit des gratte-ciel ? Des gratte-cieux ? C'est quoi le truc ? Et alors, du coup, j'ai découvert que oui, effectivement, on peut mettre un S à gratte-ciel, mais on n'est pas censé en mettre un, puisque normalement, quand vous avez un mot composé avec un verbe dedans, vu qu'il n'y a qu'un seul ciel, on dit des gratte-ciel avec sans S. D'accord. Et donc, on ne met pas de S à gratte non plus, du coup. Mais, non, on ne met pas de S à gratte, ça c'est sûr. Mais pour info, quand même, ça fait partie de ces joyeusetés de la langue française. Oui, il y a une exception. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un S. Merci l'Académie française. Et après, venez pas dire quand vous n'êtes pas amélioré votre orthographe, bande de cochons. Cette séquence vous a été proposée par Larousse, Robert et tous les autres. Et je précise que oui, l'orthographe c'est important parce que c'est comme ça qu'on se comprend. Ça, c'est dit. Pas S. D'accord ? Voilà, c'était la minute pivot. Donc il y a un S à gratte-ciel, il peut y en avoir. Donc en parlant de ces fameux gratte-ciel, justement, il faut savoir que en gros, l'article donne des chiffres assez intéressants. Pour construire un gratte-ciel de 30 étages, ça prend 500 000 jours hommes. D'accord. Donc ça coûte cher et c'est une industrie qui a assez peu évolué. On a fait évoluer les matériaux et certaines techniques de construction, mais l'automatisation est très complexe parce que la plupart des robots qui existent aujourd'hui, c'est des robots statiques qui sont faits pour fonctionner dans un environnement stable, comme une usine par exemple. Ils restent sur place. Il y a leur domaine d'activité est assez protégé. Il y a des grilles autour, etc., pour pas que les ouvriers viennent se mettre au milieu. Évidemment, sur un chantier, le terrain est un peu mouvant. Enfin, accidenté, pas très stable, accidenté, voilà. En plus de ça, il y a des machins qui courent au milieu. Là, comment ça s'appelle ? Les machins avec 2 bras, 2 jambes. Oui, des humains, c'est ça. Qui traînent au milieu et qu'il faut pas blesser. Donc, en plus, ils sont fragiles, ces petits. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Et donc, c'est pas le truc le plus facile. Et donc là, il y a une société qui s'appelle Shimizu Corp. Qui a décidé de s'attaquer à ce problème-là, qui est quand même une vieille société japonaise de plus de 200 ans, mais qui propose maintenant leurs premiers robots. Alors le premier robot qu'ils ont démontré il y a quelques semaines, c'est un robot, comment on appelle ça, chariot élévateur, donc un forklift, qui est automatique, qui navigue tout seul avec des lasers comme ça, qui est capable de se repérer dans son environnement et qui peut donc déplacer des charges d'un point à un autre du chantier, ce qui évite déjà une partie du boulot. Alors quand je dis une partie, c'est vraiment encore une partie très faible. Ils estiment que même s'ils sont en maximum capacité, ils peuvent aller faire économiser 1% du travail. Et c'est encore, voilà, et même 10% pour eux, ce serait genre un miracle. Parce que, en fait, on se rend compte que sur les chantiers, la partie la plus compliquée du travail, elle se fait une fois qu'il y a des murs et un toit. Et donc, à l'intérieur, et là, ce genre de machine, elle est encore plus compliquée à gérer. Donc on n'en est pas encore là. Par contre, ils ont un deuxième robot qu'ils veulent mettre en œuvre d'ici le mois d'octobre, qui s'appelle Robot Buddy, qui lui va faire de la pose de faux plafond.
D'accord. Alors vous allez me dire, pourquoi de la pose de faux plafond? Pourquoi ça en particulier? Parce qu'en fait, la pose de faux plafond, c'est une des activités les plus comment dire, dommageables pour la santé des ouvriers. En termes de cassage de dos, ça se pose bien là. Bah, oui. Et donc, une machine qui pourrait faire ça plus ou moins automatiquement, ça baisserait beaucoup la pénibilité de ce genre de chantier, en tout cas d'une partie des tâches. Ouais. Donc c'est important. Et comme tu le rappelais, effectivement, il y a déjà des imprimantes 3D de bâtiments qui commencent à être expérimentées. Bien souvent, c'est pour des bâtiments, enfin la plupart du temps même, c'est pour des bâtiments de plein pied. Même s'il y a déjà des concepts qui existent pour des imprimantes qui autoportées comme ça, qui construisent un étage, puis qui montent sur le premier étage, puis qui construisent le deuxième, etc. C'est encore assez conceptuel. Ça reste commandé par des humains. Enfin, c'est pas autonome, quoi. Je veux dire, c'est des outils qui ont été. Il y a ça aussi pour la construction de ponts, des systèmes sur rail où on apporte un segment de pont qui est porté par la machine, qui le dépose. La pose de rail aussi dans les chemins de fer. Enfin, des systèmes très automatisés, mais qui sont quand même sous le contrôle d'un opérateur qui vérifie que tout se passe correctement et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se fasse épingler entre deux voies de chemin de fer. Voilà. Dans ce contexte-là, c'est plus de la mécanisation que de l'automatisation. Oui, ça enlève de la charge, etc. Mais là, leur objectif, c'est d'automatiser certaines tâches et surtout d'automatiser les déplacements de ces robots sur des chantiers, encore une fois, avec des humains, sachant que là, celui qu'ils ont utilisé, donc l'espèce de chariot élévateur, la législation n'étant pas prête, pour l'instant, ils vont pouvoir l'utiliser sur les chantiers la nuit et les week-ends, quand les ouvriers sont pas là. Ah oui. Ça limite un petit peu l'intérêt du truc. Vous allez avoir des chantiers qui vont continuer à clignoter dans tous les sens la nuit, ça va être sympa. Donc voilà, c'est vrai que la pose de plafond, je pense à ces plateaux de bureaux que tu peux avoir dans certains gratte-ciel, etc. S'il y avait moyen d'automatiser ça et d'une manière ou d'une autre, alors après, peut-être dans des immeubles d'habitation, c'est sans doute différent aussi, hein, mais là, c'est des choses quand même très, très routinières, entre guillemets, comme pose. Donc voilà, ce serait peut-être pas mal, effectivement. Et surtout très coûteuse, parce qu'encore une fois, les coûts du bâtiment, des ouvriers du bâtiment, c'est énormissime, et voilà. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ces gens qui ne se feront plus mal au dos feront autre chose de tout aussi important. Tout à fait. C'est là où je veux voilà. C'est ça aussi qu'il faut le rappeler, parce que bien souvent on a un petit peu tendance à dès qu'on parle de nouvelles technologies, de robotisation, etc. On dit oh là, tout ça c'est pour mettre des gens au chômage. Pas nécessairement. C'est pour enlever des jobs pénibles, et encore une fois, comme on l'a fait à la campagne avec la mécanisation de l'agriculture. C'est un peu la même idée, quoi. Donc voilà. Donc s'il y a des tracteurs, c'est un petit peu à cause de ça aujourd'hui, hein, ou grâce à ça plutôt. On va quitter le Japon pour quoique. Non, on va quitter le Japon pour aller à la lettre N. N comme Nokia, parce que Nokia n'est pas japonais. Non, c'est finlandais. Comment je me suis Nokia. Bruno, Nokia qui veut maintenant revendre sa division santé, alors qu'ils viennent il y a 1 an ou 2 ans d'acheter la société Withings. Withings, c'est une start-up française qui était spécialisée dans les objets connectés reliés à la santé. Ils avaient racheté effectivement cette start-up en 2016 pour 170 millions d'euros. Et ils veulent apparemment s'en débarrasser parce que c'est pas très rentable apparemment. Ils ont eu un chiffre d'affaires de à peine 52 millions d'euros l'année passée. Donc voilà, ça rapporte pas assez, sachant que Nokia il fait quand même un chiffre d'affaires global de 23 milliards d'euros à l'année, donc c'est une petite goutte d'eau. Ils avaient renommé donc Withings en Nokia Digital Health, quelque chose comme ça, et ils veulent en fait le revendre à l'ancien propriétaire de Withings, Eric Carrel, cofondateur, pour qu'il reprenne en fait le flambeau. Donc, parce que lui savait faire, hein. Enfin je veux dire, il avait fait une boîte qui tourne plutôt bien avec des produits. On en a déjà parlé, on a fait même quelques hors-séries sur ces produits, donc plutôt quali, hein, bien foutu. Voilà, je sais pas si tu as une expérience dans ce domaine. J'ai un tracker d'activité que j'utilise plus vraiment, mais qui est toujours là. J'ai la balance connectée aussi. La balance connectée, je l'ai aussi,
Marc aussi. Donc, on est tous connectés de cette façon-là, effectivement. Ouais. Donc voilà, on espère quand même que ça va être repris par quelqu'un qui sait y faire. Et surtout, je dirais, en face, ils ont un sérieux concurrent. Enfin, on donnait pas cher de leur peau il y a encore quelques mois, mais Fitbit a l'air de reprendre un petit peu du poil de la bête, en tout cas sur le plan des produits. Je sais pas les résultats financiers, mais leur dernière montre connectée, elle a l'air particulièrement intéressante. Et voilà, c'est clairement un concurrent direct, quoi. Donc, c'est bizarre que Nokia ne s'investisse pas plus, entre guillemets, dans ce type de produit, ou alors c'est vraiment cette boîte est vraiment voilà, il y a plus de est-ce qu'ils sont encore bons en quoi que ce soit, en tout cas en business, en B2C, quoi, je veux dire. Oui, non, ça, je sais pas. Pour l'instant, l'essentiel de l'activité, elle est au niveau réseau, au niveau B2B. Tout à fait. Ouais. Donc ils cherchent des nouveaux débouchés, mais ils trouvent pas, hein. Donc là, c'est vraiment une preuve que ils rachètent une boîte parce qu'ils croient dans ce domaine-là, et puis ils voient que ça rapporte pas assez, et ils la revendent. Donc effectivement, à se poser des questions, hein, sur Nokia. Oui, est-ce que la marque est pas un petit peu écornée aussi, quelque part? En tout cas, dans le monde B2C, pour moi, c'est ça qui se passe, c'est que les consommateurs associent maintenant Nokia au vieux dinosaure qui n'a pas su s'adapter, qui n'a pas su innover, qui nous a proposé en plus pendant quelques années des Lumia avec Windows Mobile qui n'existent plus. Donc voilà, ça finit d'achever le tableau de la boîte pas innovante. Ouais. Donc à mon avis, ils vont avoir du mal à redorer leur blason vis-à-vis du grand public. Ouais. Je pense quand même qu'ils ont il y a une sorte de sympathie quand même pour la marque, sans pour autant mettre la main à la poche pour acheter quelque chose de celle-ci. Ils sont braves. Voilà, ils sont braves, comme on dit chez nous. Mais c'est vrai, mais il y a un succès d'estime aussi sur 2110, les trucs, tu vois, les choses qui ont marqué aussi une certaine génération de technophiles. Pas tous, évidemment, mais voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Nokia aujourd'hui, c'est un peu comme Moulinex, pour ceux qui s'en souviennent. Mais oui, mais c'est ça, c'est un peu méchant ce que je dis, mais en même temps, c'était une grande marque aussi, Moulinex. Donc voilà, tout passe, tout casse, tout lasse, j'ai envie de dire. On est à la lettre S comme streaming, Bruno, avec quelques chiffres en matière de streaming. Oui, ça c'est par contre ce qui marche en ce moment, hein, c'est le streaming. Je pense que tout le monde doit y goûter d'une façon ou d'une autre. Là, on consomme d'une manière ou d'une autre, oui. On consomme d'une manière ou d'une autre, forcément. Et là, donc, il y a quelques petits chiffres, effectivement, pour un peu montrer que ça fonctionne. C'est avec Spotify, hein, et qui sont suédois, hein, n'est-ce pas? Je pense que c'est suédois. En tout cas, européen. En tout cas, européen. Donc, qui reste quand même le service de musique le plus utilisé au monde, encore devant Apple Music, qui le talonne de pas trop loin, mais ils ont quand même 75 millions d'abonnés payants, parce qu'ils ont un service gratuit, et sur le service gratuit ils ont quand même 170, à nouveau le même chiffre, 170 ou 170 millions d'usagers, mais 75 millions d'usagers payants, donc c'est quand même une fanbase assez intéressante. Apple, ils sont que je retrouve juste mes chiffres, ils sont en dessous avec 41 millions d'utilisateurs, 38 millions d'abonnés payants à Apple Music, donc il étalonne déjà de près. Après il y a aussi Amazon Music qui eux ont des abonnés, ils communiquent pas trop sur les chiffres parce que être abonné à Amazon Music c'est un peu plus simple, hein. On est automatiquement abonné si on est abonné à Prime, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas on peut l'être facilement. Donc un service de streaming qui marche, hein, Spotify. Un autre qui marche très bien, c'est on le connaît, hein, c'est Netflix, hein, qui eux sont les rois en ce moment, avec tout ce qu'ils investissent, donc avec plus de 125 millions d'abonnés forcément payants. Un autre service qui est peu connu en Europe parce qu'il est spécifiquement utilisé uniquement aux États-Unis, c'est Hulu, qui est un peu le pendant de Netflix pour tout ce qui est télévision, en plus en léger différé. Donc le lendemain, on peut avoir accès à des séries et des talk-shows, etc. Eux, ils sont quand même passé la barre des 20 millions aussi. On attend tous
un petit peu que Hulu se lance dans l'international, mais bon, c'est toujours très difficile avec tous les droits à gérer de ce côté-là, mais ça serait assez intéressant qu'un tel service ou un service similaire voit le jour en Europe, par exemple. Bon, il y en a un, c'est en France, il y a... En France, voilà. Il y a 10 heures. 10 heures, non? Ça, c'est pour la musique. Ça, c'est pour la musique, mais pour l'image, il y a Molotov. Voilà. C'est Molotov qui font ça en France, effectivement, qui permettent maintenant qu'il soit utilisé aussi en dehors des frontières françaises, du moment qu'on est résident français, qu'on soit résident français, qu'on ait un compte français, en fait. Donc maintenant, avec la nouvelle législation européenne. Donc voilà, on prie tous qu'un jour, on ait un peu plus de liberté dans cette fichue Europe. Pour que ce soit clair pour tout le monde, les services payants européens de streaming sont obligés d'offrir le même service à tous leurs résidents, où qu'ils soient en Europe. C'est-à-dire que si vous êtes belge et que vous partez en vacances en Espagne, vous devez pouvoir avoir encore accès à votre service pour peu qu'il soit payant. Si c'est un service gratuit, là, c'est à discrétion de l'opérateur. Mais pour tout ce qui est abonnement payant, là, par contre, voilà. Donc, il faut pouvoir porter son compte avec soi, où qu'on soit tout à fait. Europe. La difficulté étant de pouvoir définir qui est réellement belge ou qui est réellement français, etc. Ça, c'est un autre problème. Et Netflix ont aussi changé leur mode de fonctionnement. Donc maintenant, même chose, si un résident français voyage dans toute l'Europe, il va avoir accès à son compte français. Et avec la limitation qu'il n'aura accès que à ses contenus français. Et s'il espérait pouvoir aller dans un autre pays pour pouvoir bénéficier des contenus diffusés dans ce pays-là, c'est foutu. Oui, c'est ça. Donc, en Europe. Oui, c'est ça, en Europe. Voilà. Voyager et télécharger des séries que vous ne pouvez pas avoir chez vous sur vos devices, ça marche. Hein, je le fais régulièrement. Donc... Voyager. Ça justifie le prix d'un billet d'avion, hein, donc allez-y. Et juste une petite remarque, je crois que Molotov, si mes souvenirs sont bons, c'est juste de la TV live, c'est pas de la SVOD comme Netflix. C'est de l'IPTV, mais je pense qu'ils ont une possibilité de catch-up aussi, je pense, à 24 heures, quelque chose dans ce genre-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas en Belgique, par contre. Je tiens à le signaler au passage. Il était question que Molotov s'étende et se diffuse également en Belgique, mais apparemment, c'est pas tout à fait fait. Non, voilà. Pour l'instant, ils ont juste importé la pub belge sur la télé française, mais ils sont arrêtés là. Et encore. C'est toujours drôle de regarder TF1 avec des pubs pour des numéros des SMS surtaxés et des trucs comme on voit sur les pubs belges. C'est juste hallucinant, quoi. Voilà. Bref, voilà. No comment. On est à la lettre. On avait fini sur les chiffres du streaming. Ok. Du coup, on est à la lettre W comme... Oui, mais non. Alors, je tiens à signaler, il n'y a pas tellement longtemps, on vous a proposé un hors-série avec Xavier concernant Yumi, cette possibilité de créer une clé USB avec une clé USB bootable. Ça n'a ce dont on va vous parler ici n'a strictement rien à voir. Xavier n'est responsable de rien en aucune manière avec ce qu'on va vous expliquer ici, Bruno. Il est question... le hors-série, c'était sur un système qui permettait de démarrer une machine, pas de l'arrêter. Ici, on a une clé débootable. En gros, Bruno, explique-nous ça. Donc en fait, il y a un bug qui avait été découvert en juillet 2017 qui n'a pas été corrigé apparemment sur Windows, hein, je vais le préciser peut-être. Donc sur Windows 7 et 10, enfin, certaines versions. Et donc la personne qui avait découvert ce bug, Marius Tivadar de Bitdefender, pour être précis, avait découvert ce bug. Il avait signalé à Microsoft qui ont gentiment dit que bon, finalement c'est pas très grave, donc on va pas le corriger. Donc lui s'est empressé de prouver son concept. Donc le bug étant que via une image, on peut faire planter Windows 7 et Windows 10. Et donc il a prouvé simplement en mettant cette image-là sur une clé USB, qu'on ait le autoplay activé ou pas, qu'une fois que le système va analyser cette image-là, va faire planter
certaines versions de Windows 7 et de Windows 10. Donc même si si l'écran est verrouillé, si le PC est verrouillé, le fait qu'il y ait une analyse du fichier va faire planter le système complètement. Donc je résume, on installe sur cette clé USB un fichier, c'est une image. Une image. Simplement, une vraie image, quoi. Voilà. Vous pluguez la clé USB dans le PC, sous Windows 10 ou sous Windows 7, et à un moment donné, ça plante. Blue screen. Oui, même si on n'ouvre pas ce fichier, imaginez qu'il y a un système d'antivirus qui va analyser le fichier, c'est fichu. Ça fait planter. C'est quoi cette image? C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Non, peu importe ce qu'il y a dans l'image, c'est vraiment ce qu'il y a dans le code de l'image. Oui, c'est ça, oui. Planter cela. On parle d'une image, genre image JPEG ou d'une image système, enfin une image. C'est pour ça que je posais la question. PNG dans ce cas, ouais. D'accord, ok. Du JPEG, quoi, ou du PNG, c'est ça. Oui. C'est du PNG, je pense. Donc c'est simplement le fait qu'au moment où, comme il scanne, Windows a tendance à scanner toutes les sources d'où qu'elles viennent pour déjà l'indexer, pour gagner du temps. J'imagine qu'il y a une petite analyse qui se fait et c'est là que le code malveillant s'active et fait friser la machine, quoi. C'est quand même. Mais comment est-ce qu'on met le fichier sur la clé? Oui, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu mets le fichier sur la clé, pouf, ton ordinateur il plante. Non, c'est ça le plus drôle, c'est que tu dois mettre le fichier sur la clé depuis un Mac. Ah, voilà. Ou une machine Linux. Donc, voilà, c'était le c'est juste hallucinant de voir que Microsoft ne corrige pas cette faille-là. Après, peut-être qu'ils l'ont corrigé sur des nouvelles versions, mais sans sortir de patch. Ouais. Parce que c'est peut-être trop d'investissement pour sortir. Parce que ça veut dire aussi, quelque part, parce que là, c'est via le port USB, mais ça veut dire aussi que si tu envoies la même image par mail à quelqu'un, j'imagine que le problème va se poser également. C'est dès le moment où cette image va être scannée par le système que le bug va se produire. Donc, c'est un virus, quoi. Enfin, apparemment, d'après les news, effectivement, ça avait l'air d'être spécifique à une clé USB, au processus de chargement de la clé USB. Donc, même si tu la reçois par mail ou quoi, j'ai pas l'impression que ça déclenche le truc. Probablement. Par contre, moi, je pense que je sais pourquoi Windows veut pas le corriger. C'est que c'est une super belle alternative. Vous savez, quand vous voulez éteindre, brute force, éteindre votre machine, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton, c'est long quand même. Alors que mettre une clé USB dedans et pouf, ça s'éteint, c'est quand même plus rapide. C'est magique. C'est la clé magique, c'est ça. Voilà. Ne le faites pas chez vous. J'ai envie de dire. Cette cascade est réalisée par des professionnels. C'est ça. Allez, on en a fini en fait avec notre abécédaire pour ce 167e épisode des Techno. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous avez été courageux et je sais que vous êtes nombreux à l'être chaque semaine. N'hésitez pas à le faire savoir une fois de plus en mettant des pouces bleus sur YouTube ou en mettant des petites étoiles quand vous êtes sur une plateforme habituelle de téléchargement de podcasts, qu'elle soit sous Android ou sous iOS ou sur quelque plateforme qu'elle soit d'ailleurs. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos meilleurs amis si ce sont vraiment des amis. Voilà. Si ce sont des ennemis, vous pouvez éviter ce genre de choses. Merci Bruno, soigne-toi bien. Ciao. Merci. On se dit à très très bientôt. Sébastien, pareil. Il va bien, hein, mais on se dit à bientôt quand même. On va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.